Bienvenue à tous pour cette session, ce webinaire qui est proposé par SWAT pendant cette période de confinement. On anime pas mal de webinaires, aussi bien techniques que sur tout ce qui est agilité. Aujourd'hui, on va clairement être dans la technique avec un sujet qui, du coup, s'intitule, comme vous voyez, From Code to Cloud, un pipeline CI/CD complet avec GitHub Actions et Azure. Donc, l'objectif, ça va être effectivement de découvrir ce que ça veut dire, CI/CD, et concrètement, comment ça se met en place sur un projet. On va essayer de faire une démo complète de tout un pipeline. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Michael Ferry, je suis coach cloud et DevOps chez SOAT depuis 3 ans maintenant. Vous pouvez retrouver mon Twitter, mon blog et LinkedIn. Je vous propose qu'on attaque directement en établissant un petit peu juste la liste des prérequis. Au niveau des prérequis de ce webinaire, on a besoin de connaître un petit peu Git. Alors ceux qui ne connaissent pas seront peut-être un tout petit peu plus à la traîne. On ne va pas utiliser des grandes lignes de commande Git du tout. C'est juste savoir ce que c'est Git et GitHub. Ça simplifiera un petit peu la compréhension. Ça vous permettra de vous focus directement sur le sujet du webinaire. Et c'est à peu près tout, puisque l'objectif, comme je le disais, de cette session, c'est de découvrir ce que c'est qu'un pipeline CI/CD. Donc, pas de connaissances supplémentaires à avoir. L'agenda de cette session, donc là, on a commencé il y a quelques minutes. On va prendre à peu près 1 heure, peut-être un petit peu moins, environ 1 heure. On va commencer par refaire un petit état des lieux de ce que c'est que le DevOps. Plein de définitions, autant de définitions que de personnes finalement, pour un terme qui est assez récent, ou en tout cas qui, dans la tête de pas mal d'ingénieurs, de personnes de l'IT, est assez récent. Donc on va définir une définition qui me semble pertinente. Ensuite, on va avoir 2 grands chapitres, Continuous Integration et Continuous Deployment. Donc, comme c'est indiqué dans le titre, Continuous Integration, on va s'appuyer sur 2 outils que sont GitHub Actions et .NET Core. On aurait très bien pu utiliser du Java, du Node.js ou autre. Là, on va utiliser .NET Core parce que la ligne de commande, la CLI, est assez pratique. Et dans un second temps, on va voir tout ce qui est Continuous Deployment. Donc, vraiment déployer notre application sur le cloud. Là aussi, on va utiliser GitHub Actions, puisque c'est l'objectif aussi de ce webinaire. Et on va s'appuyer sur Azure. On aurait pu utiliser un autre cloud provider. On va utiliser Azure parce que c'était assez simple là dans cet exemple. On fera un petit bilan tout à la fin pour revoir un petit peu les termes qu'on a utilisés et puis toutes les commandes qu'on a pu utiliser. Définition du DevOps. Alors, c'est une définition en anglais, je vais essayer de vous la traduire. Le DevOps, c'est l'union des gens, des process et des outils pour se mettre en capacité de livrer de manière régulière de la valeur aux utilisateurs finaux. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donovan Brown qui était DevOps PM, donc Principal Manager chez Microsoft, le responsable DevOps chez Microsoft. Quelques mots importants dans cette définition. People, Process and Tools. Pour faire du DevOps, vous allez avoir besoin de ces 3 piliers. Les gens, puisqu'il va y avoir des compétences à avoir, des process, on va fluidifier certains process, en créer certains, en supprimer certains, et des outils. Sans outillage, sans automatisation, finalement, on fait comme on faisait avant, et on ne pourra pas se mettre en capacité de livrer régulièrement. Et justement, continuous delivery, donc la livraison régulière, continue, de valeur. Ça veut dire livrer régulièrement de la valeur aux utilisateurs, que ce soit l'équipe de dev, que ce soit l'équipe de test ou l'équipe d'Ops qui vont la déployer, et enfin les utilisateurs finaux. Un autre mot qui est important dans cette définition et que je n'ai pas surligné, c'est enable. C'est là la clé en fait du DevOps, c'est de se mettre en capacité de délivrer. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va faire une modification de code ou vraiment toute modification, on va livrer jusqu'à l'utilisateur final. Ça n'a pas de sens, on va garder quand même des process de test, des process de packaging, etc.,
de double regard, etc. Mais on va se rassurer sur le fait qu'on peut livrer à tout moment une nouvelle fonctionnalité, un fixe, faire du backup, etc. OK. Maintenant qu'on a défini un petit peu le wording de ce que c'est que le DevOps, on va revoir un petit peu les différentes étapes qu'il y a dans un pipeline DevOps. Il y a 7, 8, 9 étapes. Ça dépend un petit peu de votre process. Il est assez simplifié hein, puisque l'objectif, c'est de boucler régulièrement à chaque itération quand on travaille en agilité, de récolter les feedbacks. Mais concrètement, on va se dire, on va limiter en tout cas dans ce webinaire à 7 étapes. Donc le code. Le code, c'est ce que votre équipe de développement va produire pour répondre à un besoin, une fonctionnalité, un bug fixe. Le build, c'est le packaging de l'application, c'est la transformation du code en un package, en un paquet qui peut, en une application qui s'exécute, qu'on va pouvoir déployer quelque part. Si on fait juste du code et du build, on fait déjà du développement agile. Si on boucle, on fait du code, du build, on package, et puis on fait des démos sur notre propre machine. On est déjà en train de faire du développement. Pour faire du DevOps, on va voir qu'on va rajouter certaines étapes, notamment l'intégration. L'intégration, c'est quoi? C'est mettre le code en commun. C'est-à-dire que chaque personne de l'équipe de développement va avoir son code sur sa machine, va effectuer des modifications et va vouloir fusionner son code avec celui des autres. Donc, toute l'équipe de développement va avoir un référentiel commun. Donc, en général, on va utiliser un outil de versionning comme Git ou TFVC. Ça s'appelle l'intégration. On va dessus rajouter un certain nombre de règles, de pull requests, etc. Enfin, on va tester. On va automatiser les tests. On va tester de manière unitaire certaines fonctionnalités. On pourrait faire des tests fonctionnels, des tests UI, aller un petit peu plus loin. Dès qu'on a fait ces 4 étapes, on est sur de l'intégration continue. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer du code, créer de la valeur, la packager, la tester et s'assurer qu'on peut le repackager de manière régulière sans dépendance à un poste spécifique d'un développeur. Enfin, on va rajouter l'étape de release. L'étape de release, c'est je vais avoir un package qui, lui, sera à destination des environnements suivants, c'est-à-dire l'environnement de développement, l'environnement d'intégration, de QA, de prod. On va créer un package qui sera un package final et auquel on rajoutera forcément certaines configurations spécifiques selon les environnements cibles, mais on va créer un package final. Là, on est sur du continuous delivery. On va rajouter le deploy, l'étape de déploiement. Forcément, dès qu'on rajoute du déploiement de manière automatisée, on est sur du continuous deployment. Et enfin, il y a l'étape d'operate. Operate, c'est quoi? C'est je vais opérer mon système, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est déployé sur les environnements, je vais m'assurer qu'il fonctionne, je vais vérifier les logs, je vais m'assurer des performances, etc., etc. Là, dans ce webinaire, on va se concentrer sur un code déjà existant, et puis on va automatiser les étapes de build, integrate, test, release et deploy. On va faire la partie opérationnelle. OK. On va revoir cette slide régulièrement pour illustrer les différentes étapes. Donc nos objectifs, ils sont assez simples. On va créer une web app, vraiment toute simple, une app en React. On va la compiler, la tester, la packager, mais on ne va pas le faire depuis notre poste. On va automatiquement compiler, tester et packager sur un serveur d'intégration, en l'occurrence GitHub. Et enfin, on déploiera de manière automatisée sur un environnement cloud. OK. Pour cela, on va s'appuyer sur GitHub Actions 2.0. GitHub Actions, c'est la partie... pour ceux qui connaissent GitHub, GitHub, c'est un outil de versionning de code qui va héberger des repositories, des répertoires de projets. Et GitHub Actions, c'est la feature de DevOps, d'automatisation de GitHub qui est passée en 2.0 l'année dernière. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par créer un repository sur GitHub. Donc, pour cela, je vais sur GitHub, je vais dans Repository, je vais créer un nouveau repository, puis je vais l'appeler GitHub Actions-démo.
D'accord. Ce repository, je le mets public, donc vous pourrez, vous, en parallèle, surveiller et revérifier un petit peu le code qu'on va faire là-dedans. Je ne vais pas faire beaucoup plus de choses que ça, je ne vais pas initialiser de README, etc. Je vais vraiment créer mon repository complètement vide. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon repository, je vais devoir faire un certain nombre de modifications, je vais pouvoir ajouter mon code. Donc ce qu'il me propose, c'est déjà des commandes pour, depuis ma machine, pousser le code que j'aurai. Donc pour cela, je vais ouvrir un terminal sur ma machine. Hop. Je vais me mettre dans le répertoire dans lequel j'ai mes repos et je vais faire un git clone, si je me rappelle bien. Hop. Je vais faire toutes ces étapes. Donc, on va leur faire confiance. On va d'abord créer un dossier qui s'appellera GitHub Actions-démo. Je vais me mettre dedans et je vais lancer les commandes. Donc là, en fait, je crée un fichier README, j'initialise mon repository Git local, je vais pousser, faire un commit et un push de mon fichier README. Donc, j'ai mon premier fichier qui va être poussé sur mon repository distant. Donc, si je me reviens ici et que je fais un F5, effectivement, ça y est, j'ai un fichier README qui contient juste une ligne. Ce n'est pas très, très utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un projet. Donc, pour ça, on va utiliser la ligne de commande .NET. Donc, .NET, c'est une CLI, une ligne de commande des outils qu'on peut installer sur notre machine pour les outils .NET. Il existe les mêmes pour Git, comme vous voyez juste avant. Donc, .NET New, React Redux. Je vais faire un projet React Redux. Donc là, il va bootstrapper tout un projet. Donc, il va me créer mon fichier CSproj, etc. Et je vais me retrouver, du coup, si je fais un ls, avec un certain nombre d'informations, de fichiers dans mon répertoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tous ces fichiers-là. Je vais faire un git commit pour dire je veux pousser ce code avec le message init project. Voilà. Et je fais un git push pour pousser mes fichiers sur le repository distance sur GitHub. Donc, on va laisser la commande s'exécuter. Ah, il y a 48 fichiers. OK, il les a poussés sur master. Donc, je me retrouve ici. J'ai tout le code source de mon application qui est maintenant sur un référentiel de code commun sur lequel on va pouvoir travailler ensemble. Mais je me pose une question. Le code que j'ai là, est-ce qu'il compile? Est-ce que mes tests unitaires, si j'en ai, passent au vert? Est-ce que je peux récupérer la source, le package final de mon projet? Toutes ces étapes, en fait, je ne les ai pas. Je vais m'assurer, moi, sur mon PC, que mon code compile. J'aurais dû le faire d'ailleurs avant. Mais si je l'oublie, comme je viens de le faire, j'ai potentiellement cassé le référentiel de code commun. C'est là qu'intervient GitHub Actions. Donc, GitHub Actions, c'est une feature, vous voyez ici, il y a un bouton Actions. Et si je clique dessus, il va me proposer ce qu'on appelle des workflows. Les workflows, c'est des ensembles d'étapes, de tâches que je vais pouvoir automatiser sur certains déclencheurs. Donc, je pourrais créer un workflow vraiment from scratch, mais je vais tricher un petit peu. Je vais chercher un workflow tout fait qui s'appelle .NET Core. Je vais faire Setup this workflow, et là, on voit en fait qu'il va me créer un fichier dans un sous-répertoire github.github/workflows, un fichier YAML, donc YAML, qui s'appelle .NET Core, qui va déclarer en fait les étapes de mon workflow. Donc, si on veut voir les étapes, je vais grossir un petit peu. Hop. Je vais peut-être dézoomer un tout petit peu. Voilà. Je vais d'abord avoir un nom, puisque je pourrais avoir plusieurs workflows. Je vais avoir un nom pour chacun de mes workflows. Le premier s'appelle .NET Core. OK, jusque-là, je n'ai pas besoin de le changer. Ensuite, je vais avoir des propriétés on. On, c'est quoi? C'est les triggers, les déclencheurs de mon workflow. Je ne vais pas vouloir déclencher mon workflow sur toutes les actions, toutes les modifications de mon code. Je vais dire, tu vas te déclencher si
je fais des modifications sur la branche master. Je pourrais déclarer différentes masters, release, etc. Mais également sur toutes les pull requests qui cibleront master. Dès que quelqu'un va créer une pull request, je vais exécuter les tâches que je vais déclarer dessous. Ça me permet de m'assurer que mon code compile, que les tests fonctionnent avant de faire un merge vers la branche master. Donc, j'ai le nom, j'ai déclaré les déclencheurs, et puis maintenant, je vais devoir lui donner un peu de logique. Dans les logiques, je vais avoir ce qu'on appelle les jobs. Les jobs, c'est des ensembles, des containers logiques de tâches. Le premier, ça va être build. Je vais avoir un job complet qui va s'exécuter en une fois, qui va packager mon application. Donc, je l'appelle build, je pourrais lui donner un nom CI, CD, etc. On va rester sur build, c'est assez simple, c'est assez logique. On va lui dire sur quel type d'agent il doit fonctionner. Quand j'ai du code qui va être modifié, GitHub va dire « Ah tiens, c'est sur la branche master » ou c'est sur une pull request qui cible master. Je vais faire un certain nombre de tâches, mais pour ça, je vais devoir monter une machine virtuelle. Une machine virtuelle qui est fournie par GitHub gratuitement, jusqu'à un certain nombre d'heures par mois. Et puis après, vous pouvez avoir les versions payantes, mais là, pour l'instant, on va rester sur du gratuit. Je vais lui dire, je veux un agent, tout ce que je fais, la CLI de .NET peut fonctionner sur du Linux. Donc, très bien, lance-moi une machine virtuelle sur Ubuntu, dernière version. Je n'ai pas à m'en soucier, je pourrais très bien mettre un Windows Latest ou autre, pas besoin. Et enfin, je vais déclarer mes étapes. Dans les étapes, elles sont séparées par des tirets. Chaque tiret correspond à une étape. Donc, la première, c'est actions/checkout. En fait, c'est une action qui est proposée par GitHub directement et qui dit « récupère le code source ». Parce que j'ai ma machine qui démarre, c'est cool, elle a été déclenchée, mais maintenant, elle ne connaît pas le code source, elle n'a rien sur sa machine elle-même. Donc je lui dis « récupère le code source, la dernière version qui correspond à ma pull request ou à ma branche master ». Tu récupères le code source, puis après, tu vas devoir faire d'autres choses, notamment installer les outils .NET Core. C'est-à-dire que moi, je les ai sur ma machine, mais je vais devoir les installer sur la machine, sur la VM, qui va exécuter mes tâches. Donc, je vais lui dire, tu vas installer les outils de setup.net avec la version 3.1.101. Voilà. Bref, vous pourriez faire la version qui vous intéresse. L'objectif, c'est de se dire, avec cette version-là, ça fonctionne. Ça permet, si jamais un développeur voulait passer le projet ou installer une version 3.2 sur sa machine, ça ne fonctionne que en 3.2. Au moment où il va exécuter le code sur le référentiel de code commun, ça lui dira que ce n'est pas compatible. Et ça évitera d'avoir du code commun vérolé avant qu'il soit partagé à tous les autres développeurs. Donc, on a les outils, c'est bien. Maintenant, on va effectuer les tâches concrètes de compilation de notre application. Pour cela, on va utiliser la commande .NET Restore, qui, comme son nom l'indique, restaure les dépendances. .NET Build, qui va builder, qui va packager notre application. On va lui dire qu'on cible une version de release, pas une version de debug. Et je lui dis, tu n'as pas besoin de refaire de restore. Par défaut, en fait, si je ne précise pas, il va réeffectuer la tâche .NET Restore. Donc, je lui dis, il n'y a pas besoin, je l'ai fait juste avant. Et enfin, tu vas effectuer les tests unitaires s'il y en a. .NET Test, en fait, ce que ça fait, c'est ça va regarder tous les répertoires sous-jacents de mon repository. Tous ceux qui sont des projets de test .NET, ça va les exécuter, puis ça va afficher le résultat du test. OK ? Donc, ce que je vais faire, je vais committer ce code. Alors, en réalité, je ne le ferai pas forcément depuis l'interface web. Tout ça, quand on fait du vrai DevOps, on va plutôt le faire depuis notre IDE favori, puis on pousse le code. Là, je vais rester dans l'interface, c'est beaucoup plus simple pour faire la démonstration. Donc, je vais faire mon commit. Je vais lui dire create.netcore.yaml, ça me va comme message, et je vais le créer sur une branche. Je ne vais pas le pousser directement sur master, c'est une mauvaise pratique. Elle a un petit nom, Michael Ferry Patch, ma branche, très bien. Donc, je propose ce fichier. Qu'est-ce qui se passe? Ça me crée donc la pull request avec comme libellé create.NET Core YAML. OK. Ma pull request. Ma pull request dit j'ai cette branche, je veux le pousser sur master, est-ce qu'on le valide? Donc là, je pourrais cliquer sur merge pull request, mais vous voyez qu'il y a des checks qui se sont lancés.
En fait, ces checks se sont lancés parce que j'ai un déclencheur sur la création des pull requests. Vous vous rappelez, dans le fichier YAML, j'ai dit on pull request master. Donc, je vais avoir un check qui se lance, le .NET Core /build. Vous vous rappelez, c'est le nom de mon workflow, le nom de mon job. Et si je regarde les détails, je vais bien avoir une instance de mon action qui se déclenche sur le workflow.NET. Sur quel déclencheur? Pull request. J'aurai branche master si c'était sur la branche master. Et j'ai l'action de build, le job build, qui se déclenche. Alors là, ça prend un tout petit peu de temps puisque la machine virtuelle est en train de démarrer. Une fois que la machine virtuelle démarre, et il va récupérer le code. Et là, il va commencer à remonter les logs à GitHub. Donc c'est ça qui prend un tout petit peu de temps. Une pull request, c'est quoi? C'est la proposition de pousser du code sur une branche spécifique vers la branche principale. Donc, si on va dans nos slides, on va voir ce que c'est qu'une pull request. J'ai ma branche master, la branche principale. Je pourrais faire mes modifications dessus directement, mais ce n'est pas très propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une branche. Je vais faire un certain nombre de commits. Là, j'en ai fait qu'un, mais j'en fais un certain nombre. Et je vais faire une pull request. La pull request, c'est la demande demande de tirage, je crois en français, c'est assez moche. Mais bref, je dis master, tiens, tu devrais récupérer ce code. J'ai des tests qui vont s'effectuer, et puis quelqu'un va dire OK, looks good to me, et va valider le merge, la fusion vers le code principal sur la branche master. Donc si je reviens sur mon action, je vois que j'ai le setup job qui m'a créé une machine virtuelle sur Ubuntu 18.0.4.4. Il a récupéré le code source, il a installé les outils .NET Core, il a fait un .NET Restore, un .NET Build, un .NET Test, et il fait des actions automatiques de checkout. En gros, il nettoie un petit peu ce qu'il y a sur la machine avant de la libérer. En gros, il renvoie les logs pour que je puisse les voir sur cette page, puis il supprime l'instance de la machine virtuelle. Je n'ai plus accès à cette machine. Par contre, j'ai accès aux logs qui me disent « Ok, tout est bon ». Donc, je peux revenir ici. Je pourrais dire, tiens, je veux proposer ma pull request en relecture à un collègue. Je suis tout seul sur ce projet, donc je vais merge moi-même la branche. Je vais faire un merge. Donc, merge pull request numéro 2 depuis cette branche vers master. OK, je confirme. Je confirme, ça veut dire que, comme je vous le disais ici, j'ai ma pull request, je la fusionne sur la branche master. Et qu'est-ce que j'ai sur la branche master? J'ai un trigger, j'ai un déclencheur, le même que sur les pull requests. Donc, je me retrouvais ici dans Actions avec une deuxième instance, un deuxième run de mon workflow qui se déclenche. Le premier s'est déclenché sur la branche, qui correspond à la pull request, et le deuxième sur la branche master. Vous allez me dire, mais pourquoi je relance les mêmes actions? Je me suis assuré ici que ça fonctionnait. En fait, on va le faire parce que les branches, elles ont une durée de vie limitée. On va créer des features, on va créer des fixes, et puis on va les merger sur master. Mais par contre, après, on ne va pas garder des branches mortes. On va souvent les supprimer. D'ailleurs, quand on fait un merge, on peut lui dire « et supprime automatiquement la branche associée ». J'en ai plus besoin, je n'ai pas l'historique. L'historique, c'est les commits que j'ai fusionnés dans master. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on relance sur la branche principale pour garder un historique de tout ce que l'on a fait. Okay. Ici, ça nous sert à valider avant le merge. Puis après, ici, ça nous sert d'historique global. Et on voit que c'est vert, c'est bon, j'ai tout qui fonctionne aussi sur master. Plutôt rassurant. Donc, j'ai maintenant un nouveau répertoire .github/workflows dans lequel j'ai mon fichier .NET Core.yaml. Vous pourriez en créer plusieurs avec des triggers différents, etc. Nous, on va continuer à travailler sur celui-ci. Si on revient sur nos slides, on a fait le code, le build, l'intégration, voire une partie des tests. Les tests automatisés. On se dit que les tests UI ou tests fonctionnels, on les ferait un petit peu différemment, mais on a mis en place toute l'intégration continue. OK? Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer un package. Parce que là, j'ai mon code, mais si je veux publier mon code, mon application quelque part, je suis obligé de la recompiler. Parce qu'en fait, je l'ai compilé sur une machine qui a été détruite. Je n'ai pas fait un freeze, je n'ai pas persisté le package compilé.
c'est un petit peu dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on va faire la release pour arriver à du continuous delivery. Pour cela, on met à jour le fichier .NET Core.yaml. Là aussi, que je vous disais, je le modifie directement dans l'interface web. Ce n'est pas une très bonne pratique. On le ferait plutôt depuis l'IDE, mais de toute façon, ce sera invisible dans l'historique. C'est juste quelque chose que je ne conseille pas forcément. Donc, j'ai mon projet qui compile, qui effectue les tests. Maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir vraiment un package final prêt à être déployé. Donc, pour ça, je vais rajouter des étapes. Je vais rajouter une étape, notamment, qui va s'appeler Publish. Alors, on va même l'appeler .NET Publish, parce qu'en fait, c'est l'utilisation de la CLI, donc de la ligne de commande .NET Publish, qui va en fait créer un package final. Quand je fais un .NET Build, j'ai un package qui peut encore servir à du debug, à faire des tests, etc. Là, je vais vraiment créer un package optimisé, prêt à être déployé. C'est là que je vais faire potentiellement de la suppression de logs spécifiques, etc. et de l'optimisation de CSS ou autre. Donc, .NET Publish, je vais lui dire configuration release et je pourrais m'arrêter là, il va créer mon package, mais il va le créer dans un sous-répertoire, bin, release, .NET Core, etc., etc. Moi, je vais dire, tu mets dans l'output, dans un dossier publish. Vous allez voir dans quelques instants, ça nous permettra de retrouver le package final un petit peu plus facilement. OK. Je vais même utiliser le noRestore pour optimiser le temps d'exécution de mon workflow. Si je publie mon package, c'est bien, je vais le créer, ce package, je vais créer un package optimisé, mais ma machine virtuelle s'arrêtant et disparaissant à la fin de mon workflow, bah, je me retrouve dans le même scénario. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ce package. Pour exporter ce package, j'ai des actions qui sont proposées sur le marketplace, et notamment certaines qui concernent les artefacts. Donc, je vais voir que j'ai une tâche Upload Artifact. Et en fait, j'ai du code ici. Ce code-là, je vais le copier. Hop. Et ça me dit quoi en fait? J'ai une étape Upload Artifact. Ce que ça fait, c'est que ça va uploader l'artefact dans GitHub de manière indépendante de la machine virtuelle. Donc, c'est l'action Upload Artifact en version 1.0. Je vais lui donner un petit nom à mon artefact, web app. Voilà. Et je vais lui dire, bah, en fait, tu ne vas pas prendre tout. Je ne vais pas prendre les codes sources, je ne vais pas prendre tout ça. Tu vas prendre le répertoire publish. Vous voyez pourquoi j'ai ici précisé un répertoire publish. OK, si je lance ça, donc je vais faire mon commit. Si je faisais mon commit ici, ça s'exécuterait, ça crée ce package, ça se créerait ce package sur les pull requests et sur la branche master. En réalité, sur la pull request, je n'ai pas besoin du package final. Je l'aurai sur master. Et ça va même prendre plus de temps pour rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petites actions. Ici, je peux mettre des if pour chacun de mes jobs. Donc, je vais lui dire, cette action, ce step, ne s'exécute que si je suis sur la branche master. D'accord? Donc, if github.ref. Alors, ça, c'est bien documenté, donc ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez. Hop, refs, head, master. Si je suis sur la branche master, si le déclencheur, c'est bien la branche master, alors j'exécute cette commande. Sur le pull request, ça ne s'exécutera pas. Je fais la même chose ici, parce que sinon, j'essaierai de uploader un artefact que je n'aurai pas généré. OK, donc je vais créer une branche, créer une pull request. Ma pull request va s'appeler add artifact upload. Je crée ma pull request. Je vais tricher un petit peu ici. Je vais merger ma pull request avant que les tests soient faits. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on va regarder la différence entre les deux et ça va prendre beaucoup de temps si on doit attendre pour les deux étapes. Donc, je vais faire mon merge et je vais aller regarder les résultats de mes actions. Donc, j'ai bien une action qui s'est déclenchée en workflow sur la pull request et un autre sur merge. Ici,
je vais donc regarder les différentes étapes. J'ai pour l'instant mon étape de build. On va la laisser récupérer. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu nos étapes. Donc, on a créé le code, on l'a buildé, on l'a intégré, on a fait les tests automatisés. Puis, on a créé un package que l'on va pouvoir récupérer à tout moment et que l'on va pouvoir distribuer à l'équipe qui fait les déploiements, si jamais on ne faisait pas le déploiement de manière automatisée. OK ? Donc, pour rappel, l'intégration continue, .NET Restore, .NET Build, .NET Test. Et le Continuous Delivery, on fait un .NET Publish pour générer le package et on utilise une action toute faite de GitHub pour exporter le package. Je reviens ici. On voit bien que sur ma branche de pull request, tout s'est effectué sauf ces deux étapes-là. Il me dit il n'y a pas besoin puisqu'en fait, je ne suis pas sur la branche master. Par contre, si je reviens ici, que je vais sur le merge sur ma branche master, on va voir que les étapes de publish et d'upload d'artefacts s'effectuent. Donc, on va attendre un tout petit peu. En attendant, je vais vous présenter quelque chose qui va vous servir. Là, vous voyez que je pourrais très bien merger sur master avant même que les checks aient été effectués. C'est-à-dire que si jamais mes tests n'étaient pas passés, j'aurais pu merger sur master. Donc, c'est une vérification supplémentaire, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, moi, ce que je veux, c'est la rendre obligatoire. Donc, pour ça, je vais dans Settings. Et ici, je vais aller dans le menu branche de mon repository. Donc, si je vais dans branche, je vais voir que ma branche principale, par défaut, c'est master, et je vais pouvoir rajouter des règles. Donc, je vais rajouter des règles, une règle sur la branche master, master-policy, et je vais lui dire, je veux que les checks, les statuts de check soient au vert avant de faire un merge. Donc, je peux sélectionner ça. J'ai des sous-parties, mais bref, je peux lui dire, je veux que le build, si j'avais d'autres jobs, je pourrais les sélectionner ou pas, je veux que le build fonctionne avant de merger sur master. Si jamais une des étapes est au rouge, je ne pourrai pas faire de merge, je serai obligé de corriger et de republier sur ma pull request pour pouvoir merger. Donc là, j'ai déjà mis un premier lock, un premier verrou sur les règles de sécurité de mon projet. Parce que ce n'est pas parce que vous dites il faut absolument des pull requests que des gens ne peuvent pas bypasser ça. Donc je reviens ici, j'ai une erreur. Alors qu'est-ce que j'ai comme erreur? J'ai dû me tromper quelque part. .NET Publish. OK. -c release, ça ne marche pas. Effectivement, je vais modifier mon fichier. Ben voilà, là on voit très bien que je n'aurais pas forcément dû le faire directement. Donc j'ai déjà mergé mon code, donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier directement dans master. Ici, je vais faire un hop, je modifie le fichier. En fait, c'est parce que je peux utiliser des raccourcis. C'est -configuration ou -c. Et là, j'ai fait -c, donc il ne comprend pas. Très bien, je commit et je pousse directement sur master. Désolé, ce n'est pas très propre, mais ça vous permet de voir rapidement. Donc, on va revoir la partie Actions. Ça s'est bien redéclenché sur master et on va voir le package se créer. En attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on prépare l'étape suivante, qui est l'étape de déploiement. Donc, pour ça, on va revenir ici. On a fait la partie release, je vous montrerai le package généré. On va s'attaquer à la dernière partie, qui est la partie déploiement. Pour le déploiement, on va utiliser Azure. Alors, je pourrais faire du A à Z, login, group create. Je créerai toute l'infrastructure de mon projet. Elle pourrait déjà exister. Moi, j'ai un ressource group, j'ai un app service plan dans lequel j'ai une web app. OK. Donc, pour cela, je vais aller sur le portail d'Azure. Et je vais aller directement en mode shell. Donc, je suis automatiquement connecté. Et je vais pouvoir faire un certain nombre d'actions. Donc, je vais faire un AZ web app create. Ça va créer une application web dans Azure. Elle sera vide, ce sera une coquille vide, mais elle va exister. Donc, je lui dis dans le ressource group que j'ai créé, parce que on est passé rapidement, mais ça a besoin d'être dans un container logique.
actions-demo-rg. Et dans un plan, c'est le plan de facturation, je peux avoir plusieurs apps dans un plan. Donc, je vais avoir actions-demo-plan. Donc là, je vais créer une web app simple. Et il lui faut un petit nom, bien sûr. -n, actions-demo-a. Il faut que je lui dise aussi dans quelle location. Alors, je vais me connecter sur le portail, ce sera plus simple, parce que je pense que j'ai oublié une étape. Hop. Donc, je vais les refaire. AZ group create-n actions-demo-rg-l West Europe. OK, j'ai mon ressource groupe. AZ app service plan create -g actions-demo-rg. Donc là, je crée mon app service plan, mon unité de facturation. Son petit nom aussi. Et il me crée l'app service plan. En attendant, je vais revenir sur mon interface ici. Je vais du coup voir en fait que mon action s'est terminée. Et à la différence des actions précédentes, je vais avoir deux nouvelles étapes qui se sont effectuées. Petit problème sur GitHub. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, je t'entends. OK. Donc, je n'ai pas perdu de connexion Internet, c'est vraiment GitHub qui ne fonctionne pas. On va laisser fonctionner. On va finir de créer notre web app. Ok, bon. J'ai un onglet qui ne fonctionne pas. C'est un petit peu dommage pour vous le présenter. Si on clique ici et que ça fonctionne, on a donc le détail des différentes étapes. Voilà, bah c'est très bien. On a les différentes étapes de build qui se sont effectuées et vous voyez qu'on a un artefact qui a été créé. Cet artefact, c'est un fichier zip qui contient tout le résultat en fait du .NET Publish et de l'upload artefact. Donc je reviens. J'ai bien ma web app. Si vous allez sur le repository Michael / GitHub Actions-demo, vous verrez la web app, vous pourrez le télécharger et je pourrai désormais le récupérer à chaque fois dans l'historique et le redonner à l'équipe qui fait le déploiement. OK. Donc, j'ai ma web app qui a été créée. Ma web app est ici. Tac, 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 tac. Très bien. Et donc, elle a une URL par défaut. Une URL par défaut. Je vais y aller. J'ai ma coquille vide. Voilà, j'ai ma coquille vide, j'ai mon application vide d'Azure qui me dit, tiens, je t'ai mis un petit HTML quand même pour te dire, mais maintenant, il va falloir que tu déploies ton code. OK. Pour déployer mon code, je vais avoir besoin de dire à GitHub Actions de le déployer. Sauf que GitHub Actions ne connaît pas Azure, il ne connaît pas mon identité, il n'a pas le droit de déployer n'importe comment. Donc, pour cela, je vais faire quoi? Je vais d'abord parler un tout petit peu de sécurité. La sécurité dans tout ça. Dans Azure, je vais devoir donner le droit, je vais créer une identité qui va avoir le droit de publier mon application sur Azure.
Je pourrais lui donner mes identifiants, login, mot de passe à moi, mais c'est une faille de sécurité qui est assez importante. Là, je vais dire GitHub Actions, je te déclare, toi, un rôle spécifique, role-based access control. Je vais te créer un rôle spécifique avec un scope spécifique. Tu n'auras le droit de faire des choses en tant que contributeur que sur cette app. OK ? Donc, pour cela, je vais effectuer une commande. Cette commande, hop, je reviens ici. Je suis toujours dans le shell. Je vais faire un AZAD, donc Active Directory, service principal, create. Je vais dire un petit nom, on s'en fiche, contributeur sur ma souscription et sur cette application-là. Vous voyez qu'en fait, ça, c'est le nom de mon application, c'est celui que je retrouve ici. Et je vais dire, tu auras les droits de faire, de t'authentifier. Donc là, je fais ça, et je vais me retrouver avec un certificat, une sorte de credential qui va être créé. Alors pour les petits malins qui voudraient le copier-coller, je le supprimerai de suite après la démo, ne vous inquiétez pas. Donc je copie ça. Maintenant, il va falloir que je donne cet identifiant à GitHub. Pour cela, je vais aller dans la partie Settings, ici, Settings, et j'ai un onglet Secrets. Secrets, c'est quoi? C'est des informations qui ne sont pas accessibles en public, même si le repository est public. Et en fait, vous allez voir que c'est même plus accessible à personne. Je vais rajouter un secret, je vais l'appeler Azure Credential, et je vais lui mettre le fichier, enfin le contenu de JSON qui m'a été remonté, le certificat. Une fois que j'ai cliqué sur Add Secret, je ne peux plus retrouver mon secret. Il a été encodé, je ne peux plus le récupérer du tout. Par contre, je vais pouvoir l'utiliser depuis des actions GitHub. On a GitHub qui est un petit peu qui est à genoux, donc là, je suppose qu'on est tous en train de faire la démo, c'est pour ça. Je t'avoue que j'ai l'impression qu'il a quelques soucis. Ouais. Effectivement, Je ne sais c'est pas parfait. si quelqu'un d'autre peut plein tester, webinaire mais c'est parfait. je me tape aussi les erreurs 500. Alors, vous allez devoir me croire sur parole. On va avoir du mal, Michael. Je vais rajouter les tâches. Je vais rajouter les tâches et puis on les testera à la fin. Donc, une fois que j'ai créé mon secret ici, je ne peux plus y accéder uniquement que par les actions. Bon, mais il a été créé, très bien. On va espérer qu'il a bien créé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon fichier workflow pour lui rajouter les étapes de déploiement. Pour cela, deux options. Je fais tout d'affilée, ce n'est pas très propre. Ou alors, je vais créer un deuxième job. Un job qui s'appellera deploy. Donc, je modifie mon fichier. OK. Je vais rajouter un job que je vais appeler deploy. Alors, l'indentation en YAML, c'est une tannée. Hein. Donc, deploy, je vais lui dire, tu ne te fais que si tu es sur la branche master. D'accord ? Pas besoin de déployer si je suis sur une pull request. De toute façon, je n'ai rien à déployer. Donc là, j'utilise le même code, sauf que je le fais au niveau du job complet. C'est-à-dire que tous les steps vont se déclencher uniquement sur cette police-là, sur cette règle-là. Donc, je n'aurai pas besoin de le définir à chaque fois. Je vais lui dire, tu tournes sur Ubuntu toujours. J'aurais pu faire Windows, mais bon, on n'a pas besoin. Ubuntu-latest. En fait, je vais créer un deuxième job. Vraiment un deuxième job qui va tourner potentiellement en parallèle. Je n'ai pas envie qu'il tourne en parallèle, j'ai besoin que le package soit créé. Donc pour cela, je lui dis, tu as besoin, needs, de l'étape du job build. Donc une fois que le build a terminé, ce job-là va démarrer. OK ? Donc needs build. Et maintenant, je vais pouvoir lui définir des steps. Parmi les steps, le premier, vous vous en doutez, ça va être de récupérer l'artefact. D'accord ? Je suis sur une autre machine, complètement différente. Donc pour ça, comment je fais ? Je vais utiliser le marketplace, artefact. Je en demande peut-être un peu beaucoup là, vu qu'il est à genoux. Alors, je vais l'écrire directement. J'utilise l'action download-artefact et je lui dis
bah, tu vas télécharger l'artefact web app. C'est celui que j'ai déclaré ici. Je pourrais en avoir plusieurs. Si j'avais une application front, back qui était générée en même temps, je pourrais avoir des étapes de déploiement dissociées. Donc, je vais récupérer mon package, c'est un petit peu comme le checkout du code source. Et je vais rajouter une autre étape qui va être du coup de me connecter à Azure. Si j'essayais directement de publier, ça ne marcherait pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à Azure. Pour cela, j'utilise une action qui s'appelle Azure/login et je vais lui dire, comme paramètre, tu as les credentials. Et là, j'ai un nouveau formalisme. Le $accolade. Dedans, je peux utiliser secrets.Azure Credential, le nom de mon secret. Donc là, il remplacera toute cette partie-là par le contenu de JSON que j'ai mis dans secrets. OK ? C'est bien, je suis connecté, j'ai mon package, mais j'en fais rien pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une étape de déploiement de mon package. Pour cela, je vais utiliser l'action Azure Web Apps-deploy. Ce sont des actions qui ont été créées par Azure, par l'équipe d'Azure, et vous pouvez créer vos propres actions. Et je vais devoir lui donner deux infos. Le nom de l'application finale, la cible dans Azure, et le package à déployer. Donc là, nous, on a bien récupéré notre package, on s'est connecté. Je peux cibler mon action et viser actions-demo-app. Donc je vais faire un commit, je vais tricher, je vais le faire directement sur master pour qu'on gagne du temps parce que sur les pull requests, on n'a pas de déploiement. En espérant que tout soit ouvert. OK ? Très bien. Du coup, je vais dans Action. Je vais normalement avoir une nouvelle étape qui va se déclencher. Oui, non. Ça n'a pas l'air. Est-ce que mon code est bien passé? Add deploy steps. Je l'ai bien fait. Oui. Donc, je vais avoir une nouvelle instance qui se déclenche. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est probablement GitHub qui est un petit peu à genoux. Donc, il faut se dire que les mêmes actions se déclencheraient. J'aurai sur master un nouveau job. Donc, si on regarde celui-ci, j'ai build, j'aurai un nouveau job deploy ici qui se déclencherait une fois que le build serait terminé, qui ferait la récupération du package web app, qu'il déploierait sur Azure et après s'être connecté avec les credentials. OK ? Donc, on va lui laisser un peu de temps, on va voir si ça fonctionne. Sinon, de toute façon, on va faire un petit récapitulatif. Donc, on a vu le service principal, on l'a mis dans le secret, et là, on a géré la sécurité. On gère la sécurité d'une manière assez simpliste, c'est-à-dire que le secret, on ne peut plus y accéder, on ne peut plus le modifier, et uniquement les administrateurs, du repository peuvent y accéder. Ce n'est pas encore tout à fait utilisable dans les vrais contextes, les gros contextes de projet, mais c'est déjà une première partie. Est-ce que notre objectif est rempli? Alors, j'ai envie de dire oui, on espère, parce qu'on n'a pas pu vraiment le voir, mais surtout, on va voir si on a bien compris les différentes étapes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu ce que c'était que des GitHub Actions workflow, avec un nom, des triggers, des jobs qui contiennent des steps. OK. On a vu l'intégration continue, qui tourne, on déclare sur quel environnement ça tourne. On dit les différentes étapes, on récupère le code source, on va le compiler, restaurer, on va faire les tests, etc. Ça, c'est de l'intégration continue. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le continuous delivery. Ce sont d'autres étapes qui vont packager notre application et persister ce package quelque part pour qu'il soit après déployé sur les différents environnements. Si on fait du vrai DevOps, ce package, on ne le recompile plus jamais. C'est vraiment un package qui sera agnostique de l'environnement cible, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus du tout, hormis peut-être un petit peu de configuration. Et là, c'est vraiment ce que l'on fait. Et enfin, Continuous Deployment, c'est un job à part, qu'on pourrait faire avec un autre outil, mais qu'on peut aussi faire dans GitHub Actions, qu'on va déclencher sur d'autres paramètres, d'autres triggers.
et qui va donc télécharger les artefacts, se connecter à la cible et déployer le package. On va essayer de voir, on ne sait jamais si il s'est réveillé. Ça n'a pas l'air. Il y a vraiment un incident sur GitHub. Ouais, c'est parfait. J'avais un incident sur le projet déjà que j'ai utilisé, parce que au début j'utilisais un projet un peu plus joli, on va dire, sauf que Cloudflare a fait une mise à jour et a planté cette nuit, donc voilà, le sort ça chante contre moi. C'est pas grave, vous regarderez le code source tout à l'heure, vous pourrez aller sur le repository, voir l'historique de mon projet, et puis vous verrez les étapes des jobs. Vous verrez aussi que cette application a changé de tête, puisqu'elle a maintenant en fait vraiment le code du projet React Redux que l'on a créé. OK. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur le projet, sur le GitHub. Vous pouvez aller sur mon blog, donc amferry.com, sur lequel j'ai écrit des articles sur le sujet. Donc, on rentre un petit peu plus dans le détail, puis vous verrez les explications et le code, notamment comment créer un projet .NET Core avec une CI sur GitHub Actions, comment faire du déploiement continu avec Azure et comment rajouter un petit peu de sécurité avec ce qu'on appelle le service principal. Vous pouvez aussi retrouver le replay de ce webinar dans quelques jours, normalement sur la chaîne YouTube de SWAT. Et en attendant, vous pouvez retrouver d'autres webinars, d'autres vidéos, notamment celui que j'ai fait la semaine dernière sur comment créer des extensions VS Code, mais également d'autres webinars sur notamment tout ce qui est agilité. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il n'y a pas eu de questions dans le chat, mais si vous en avez, c'est le moment. Ah ouais, GitHub est complètement à genoux. Voilà, un incident. Parfait. Mais, je crois qu'on va même rester là-dessus. C'est magnifique comme image de fin. Parfait. Belle démo, Mika. Ouais, c'est ça. Je vois qu'il y a Maxime qui est dans le chat et qui m'avait dit que je l'avais convaincu de comprendre ce que c'était CI, CD, etc. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi? On va voir s'il dort. Limpide, parfait. Alors Laurent, est-ce que Git Action a vocation à remplacer des outils comme Jenkins? Alors remplacer, c'est un bien grand mot, hein, mais ça va être un concurrent complètement. Il y a Jenkins, il y a GitHub Actions qui, quand il sera un petit peu plus avancé, fera énormément de tâches de build et de release. On a du Azure DevOps, on a plein de choses. Mais oui, clairement, si Microsoft a racheté GitHub, c'est qu'ils pensent que ce n'est pas juste un gestionnaire de code source. On voit GitHub qui pousse beaucoup, beaucoup sur GitHub Actions ces derniers temps. Ils ont même mis à jour leur CLI pour GitHub. Ils rajoutent des fonctionnalités, notamment sur la partie sécurité. J'ai vu une news passer cette nuit. Ils ont également, côté GitHub, racheté une boîte qui fait de la sécu, donc justement pour tout ce qui est vérification du code, etc. Bref, c'est un vrai produit qui va être poussé fortement par GitHub et par Microsoft. Alors, on utilise Jenkins chez nous. La présentation d'aujourd'hui reprend globalement le périmètre de ce qu'on fait sous Jenkins. Et en termes de repository, vous êtes sur GitHub Enterprise ou sur autre chose? En fait, là, l'avantage, c'est que sur GitLab, ok, bah, effectivement, en fait, GitHub Actions, GitHub plus GitHub Actions a vocation à clairement dépasser GitLab, ou en tout cas concurrencer GitLab dans les mois qui viennent. Et si vous avez Jenkins, l'avantage de rester dans GitHub Actions, c'est qu'il y a un seul outil dans lequel vous avez tout. Au niveau de l'administration, de la gestion des teams, des secrets, etc., c'est simplifié. Donc moi, je conseille de toujours utiliser le meilleur outil pour le meilleur besoin. Si vous avez la possibilité de faire tout dans le même outil, bah, faites-le aussi. Adriana qui dit
tu as dit que les artefacts ne bougent jamais. On ne les efface pas. Pourquoi garder de vieux artefacts? Alors, quand je dis qu'ils ne bougent pas, c'est que un package d'une version, la version 1.0.0, je dis qu'en fait, on ne bouge pas ce package, on ne remodifie pas le code sur l'environnement de dev, sur l'environnement d'intégration, de QA, de prod. On va modifier un petit peu de configuration à côté, mais le package en lui-même, on ne le recompile plus. Après, quand je dis qu'il ne bouge pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas supprimer des packages d'il y a 10 mois. On va d'ailleurs, en général, avoir une policies dans GitHub sur les artefacts, sur les 3 derniers en succès, par exemple. On ne va pas garder que les 3 derniers, parce qu'ils sont en erreur, c'est dommage, mais on va garder les 3 derniers en succès. On va faire un certain nombre de choses comme ça. Dans GitHub, il y a aussi le concept de release. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais le concept de release au sens GitHub, c'est aussi vraiment publier son package à la sauce Nugget ou NPM, si vous voulez, du public. Et alors là, vous déportez complètement l'intérêt, enfin, l'usage des artefacts. Et au point de vue de l'équipe de dev, oui, effectivement, on va mettre des policies pour éviter d'avoir un stockage trop fort, sachant que la facturation, si je ne me trompe pas, de GitHub Actions qui est prévue, va être sur 2 piliers. Un, sur le temps d'exécution. Là, on voit qu'on va essayer d'optimiser notre temps d'exécution. Et sur l'espace de stockage qu'on va utiliser. Donc, bien sûr, on ne va pas tout garder. Est-ce que les credentials Azure sont stockés directement dans GitHub? Oui. Oui, on a notre fichier JSON, il a été encodé et sauvegardé dans GitHub. Donc là, il faut accepter qu'on donne un petit peu les credentials avec toute la sécurité que propose et qu'assure GitHub, hein, bien sûr, mais il a besoin de fonctionner de manière autonome. Donc, on lui a bien donné ces credentials. Bonjour, pour les débutants, est-ce que les infos renseignées dans le YAML file correspondent aux variables d'environnement? Exemple, API keys, etc. Alors, justement, moi, je conseille de ne pas mettre quoi que ce soit dans le YAML qui définisse un petit peu votre cible. Ça, c'est sûr. Donc, tout ce qu'on a dit qui était variable de type secrets et tout, on ne le fait pas. Par contre, les variables d'environnement qui vont être agnostiques, celles qui vont être, par exemple, si je fais du debug en verbose ou autre, ça, on pourrait les mettre dedans. Par contre, ce qui va être entre, par exemple, un projet front, un projet back, vous allez avoir une URL entre les deux, forcément. Votre projet front, il a besoin de savoir quelle URL taper. Ça va être un fichier de config qui va changer que l'on soit en dev, en prod, en QA. Et ça, c'est du coup quelque chose qui va être rajouté dans les secrets et qui va changer, qui va être ajouté au package au moment de déployer. On ne modifie pas le package. Par contre, on va modifier ce fichier de settings. Donc, ce n'est pas dans le YAML. C'est vraiment dans les étapes que l'on déploie où on va dire on a un deploy de QA. Tu vas chercher ce secrets qui correspond à la QA. Alors, est-ce que j'ai raté d'autres questions au passage? Pas l'impression. Non, je crois pas. Ok, on va faire un dernier essai avant de partir. Serveur error. Bon. T'as pété GitHub. J'ai pété GitHub. Ah non. Il est en train de tourner. Très bien. Bon, on va. Pour ceux qui veulent, on va rester quelques minutes, voir que ça fonctionne et que l'application est bien déployée. Et puis, pour les autres, merci de votre temps. On a dépassé un tout petit peu, je suis désolé. Mais j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Merci à vous.